Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours de marketing fondamental qui concerne la deuxième partie de l'étude du marché, à savoir la méthodologie et la démarche. Pour commencer, une étude de marché s'articule autour d'un processus en 4 étapes que vous pouvez voir ici. La première partie concerne la définition de la problématique à résoudre ou de l'opportunité à saisir. Lors de cette étape, l'entreprise doit décider quel problème marketing veut-elle résoudre. Par exemple, est-ce que nos clients sont satisfaits? Ou comment peut-on améliorer notre position concurrentielle? Ce que vous devez retenir, que ça correspond toujours à une prise de décision. Par exemple, euh, pour décider du prix de vente d'un produit, c'est un problème marketing, nous devons réaliser une étude sur le prix psychologique. D'accord? Alors, pour la deuxième et la troisième partie qui concerne l'élaboration du plan de l'étude ainsi que le traitement et analyse des données, nous allons prendre le temps de bien les détailler à travers les futurs slides qu'on verra ensemble au cours de cette vidéo. Pour le moment, passons directement à la dernière étape concernant la présentation des résultats qui doit être réalisée ou réalisable à travers la rédaction d'un rapport clair et bien structuré, représentant bien sûr la problématique et l'objectif de l'étude, la méthodologie qu'on a suivie, et bien sûr les principaux résultats obtenus, et en fin de compte, une conclusion reprenant les suggestions et les recommandations. Voilà. Euh, alors maintenant, et pour revenir à notre deuxième étape, qui concerne le recueil des données, il est important de rappeler qu'on dispose de deux méthodes. Une étude quantitative qui va venir mesurer et quantifier la problématique marketing et une approche qualitative tout simplement pour explorer et comprendre le problème. Et bien sûr, c'est en fonction de la nature du problème à résoudre et des objectifs assignés à l'étude qu'on devra faire un choix, bien sûr. Alors, sur le plan qualitatif, les données peuvent être recueillies de deux manières, de manière individualisée ou de manière collective. Alors, pour les entretiens individuels, cela consiste tout simplement à laisser parler la personne interrogée en suivant un guide d'entretien qui va venir gérer et organiser les différentes thématiques à aborder et bien sûr les questions à poser. Alors cet entretien peut être réalisé soit en direct, en face à face, ou bien sûr indirectement via les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors grâce à cette bien sûr technique, le marketeur pourra bien sûr aborder des sujets plus ou moins sensibles, à savoir même d'ordre confidentiel, et pourra bien sûr recueillir des informations sur le vécu personnel, sur le mode de vie des personnes, de la personne interviewée, pardon, et bien sûr sur ses habitudes de consommation. Alors, les entretiens de groupe, c'est la deuxième technique. Elle consiste à collecter des informations auprès d'un groupe. Euh, c'est un groupe restreint de personnes, c'est en moyenne une dizaine de personnes. Ces personnes-là doivent être bien sûr concernées par le problème à traiter ou peuvent carrément être des experts dans le domaine. Alors, cette réunion de groupe va permettre de stimuler les intervenants et bien sûr, elle va permettre de dégager rapidement des hypothèses sur leur motivation et bien sûr leurs préférences. Alors, toujours dans le cadre de l'analyse de la deuxième étape du processus de l'étude de marché, mais cette fois-ci lors d'une étude quantitative, il est judicieux de définir en premier lieu le concept de population mère et bien sûr d'échantillon. Alors, une population mère est tout simplement l'ensemble de la population sur laquelle va porter notre étude. À titre d'exemple, lors de l'élection d'un représentant du personnel, l'ensemble des salariés de l'entreprise forment ce qu'on appelle
population mère. Et c'est sur cette population qu'on va venir pour prélever un échantillon plus ou moins représentatif. L'échantillon peut être défini tout simplement comme cet ensemble représentatif de la population mère. En général, on a recours à un échantillon tout simplement parce qu'il serait impossible d'interviewer toute la population. Le principe est d'élaborer un échantillon sur lequel on va conduire notre enquête, on va généraliser les résultats, bien sûr après, sur l'ensemble de la population. Par exemple, pour l'élection d'un représentant du personnel, encore une fois, l'échantillon utilisé sera composé de l'ensemble des salariés appartenant à une direction. Et ces résultats qu'on va avoir sur cette direction peuvent être généralisés à l'ensemble de l'entreprise. Pour connaître notre échantillon ou pour connaître la taille de notre échantillon, on peut avoir le choix entre deux méthodes, la méthode probabiliste et la non probabiliste. Alors, pour la probabiliste, c'est une méthode de sondage scientifique, aléatoire, où on va sélectionner un échantillon au hasard et tous les individus de la population étudiée ont la même chance de faire partie de l'échantillon. Bien sûr, la condition, c'est d'avoir l'accès à une base de sondage ou une base de données dans laquelle sera effectuée la sélection ou le tirage au sort. Par exemple, si on souhaite étudier la population des avocats du Royaume du Maroc, on va dire qu'ils sont au nombre de 4000, juste à titre d'exemple, alors dans ce cas, l'échantillon doit être constitué de 400 avocats, on va dire. La taille de l'échantillon doit être égale à 10% minimum de la population mère. Alors, c'est la méthode probabiliste. Pour la méthode non probabiliste, le choix de l'échantillon n'est pas le fruit du hasard, mais il est fait selon un choix raisonné. Dans cette logique, on a la méthode des quotas et la méthode des convenances. Pour la méthode des quotas, il faut constituer un échantillon selon des critères choisis. Alors, ce qu'on appelle un quota, ou des quotas, ça peut être l'âge, le sexe, la situation géographique, la catégorie socio-professionnelle, etc. Alors, l'objectif tout simplement est de constituer une reproduction miniature de la population mère en prenant en considération l'ensemble de ces critères. Pour la méthode des convenances, il s'agit, on va dire, d'un échantillon constitué d'individus qui se trouvaient accidentellement à l'endroit et au moment où l'information a été collectée. Par exemple, si vous faites attention lors de la sortie des grands magasins ou les grandes artères des grandes villes, qu'il y a des enquêteurs qui vous approchent pour remplir un petit questionnaire. C'est ce qu'on appelle une méthode d'échantillonnage par convenance. C'est une méthode qui est surtout choisie pour des raisons, on va dire, pratiques. C'est des raisons aussi d'accessibilité et de coût. Parce qu'on n'est pas focalisé sur la représentativité de la population mère, puisqu'elle utilise des répondants qui sont très disponibles et qu'on peut facilement interroger. Alors, la formule qu'on peut, ou la communément utilisée pour la méthode de la convenance, c'est n est égal le nombre de questionnaires fois le nombre de jours fois le nombre des enquêteurs. Toujours dans le cadre de l'analyse de la deuxième étape du processus de l'étude du marché, et une fois votre échantillon identifié, nous pouvons commencer à l'élaboration du questionnaire qui va permettre d'interroger directement notre échantillon en définissant au préalable, bien sûr, les modalités de réponse à travers des questions ouvertes, fermées ou à choix multiples. Il faut savoir que ces différents types de questions vont nous permettre d'obtenir différents types de réponses. Alors, les questions dites ouvertes,
vont permettre une certaine liberté à l'interviewé pour répondre aisément au questionnaire. Elles sont utilisées généralement pour connaître l'opinion des consommateurs. Alors, le souci avec ce type de questions, c'est qu'elles sont difficilement exploitables par l'outil informatique. Je vous donne un exemple. Que pensez-vous de la publicité à la télévision? Je vous laisse imaginer que chaque personne d'entre vous va me donner une réponse différente. Vous imaginez alors la difficulté de traiter ou d'analyser les données de cette question. Alors, les questions fermées sont des questions dont les réponses sont présentées parmi un choix limité de réponses. Il y en a un choix et on doit faire une petite sélection. Alors ici, on a différentes typologies de questions. La question dichotomique, alors il faut faire un choix entre deux réponses proposées. Par exemple, êtes-vous marié? La réponse ne peut être que oui ou non. On n'a pas la possibilité d'avoir une troisième réponse, d'accord? Les questions à choix unique, ici, il faut faire une sélection parmi un nombre limité de réponses possibles qui doit être supérieur à 2. Par exemple, êtes-vous propriétaire de votre logement? La réponse répond depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans, ou là, plus de 3 ans. Ici, la réponse ne peut être qu'unique. ما نقدر نختار qu'une seule réponse. Et bien sûr, on dit plusieurs choix. Les questions à choix multiples, ici, on a le choix de répondre par plusieurs réponses parmi les choix possibles. On a un exemple. La question peut être parmi les marques suivantes, quelles sont celles que vous connaissez? مثلا marque A, marque B, marque C. Alors si vous connaissez toutes les marques, bien sûr, là je vais cocher sur l'ensemble des réponses carrément. Il n'y a pas de souci. C'est l'objectif de la question. Les questions avec classement, ici il faut faire un classement des différentes réponses possibles dans l'ordre de ses préférences, ou là, dans l'ordre de la préférence, bien sûr, la personne qui va répondre. À titre d'exemple, classez par ordre décroissant vos critères de choix d'une grande surface. Les réponses, on a le prix, l'accueil, la facilité d'accès aux produits, etc. Ça peut être très très vague. Alors, la dernière typologie de questions, c'est ce qu'on appelle des questions avec notation. Ici, il est demandé aux enquêtés, pardon, d'attribuer une note aux critères qui leur sont proposés. Alors, par exemple, on va leur demander de donner une note de 0 à 10 à chacun des critères. مثلا pour une voiture, il faut donner une note pour le confort, il faut donner une note pour l'esthétique, pour la sécurité, etc. Alors, euh, on a aussi ce qu'on appelle des questions à échelle. En général, il en existe deux principales, il y en a plusieurs, mais les deux principales sont l'échelle de Likert et l'échelle d'Osgood. Pour l'échelle de Likert, elle mesure le degré d'accord ou de désaccord. Et je pose une question, par exemple, la Banque Populaire offre un bon service aux PME. Je suis d'accord, pas d'accord, tout à fait d'accord. Et pour l'échelle d'Osgood, elle oppose deux affirmations contraires. Comment appréciez-vous l'accueil de nos collaborateurs? Je donne une mauvaise note, ça veut dire wahed. Une note moyenne, ça va être 3. Et une bonne note, ça va être la note de 5. Ces différents types de questions qu'on a vues ensemble vont permettre de construire un questionnaire structuré qui doit faciliter la lecture et les réponses, on va dire, aux questions. Et il est important quand même qu'il respecte quelques règles de rédaction. Alors pour commencer, le questionnaire doit respecter ce qu'on appelle une technique de l'entonnoir, ça veut dire partir des questions d'ordre général aux questions plus, on va dire, détaillées par rapport au sujet. La fin du questionnaire, on met les questions qu'on appelle des questions à forte implication,
pour donner à l'interviewé la possibilité d'écrire à son aise et bien sûr sans stress parce qu'il sait déjà qu'il a terminé le questionnaire et qu'il peut prendre tout son temps. Bien sûr, on va venir et on va regrouper les questions par thématique de façon à constituer des blocs logiques de questions. Un questionnaire doit être scindé en trois parties. Une première partie où on va introduire le questionnaire, on va présenter les buts de notre étude, on va écrire un petit mot d'encouragement et de remerciement pour encourager les gens à répondre à notre questionnaire avec quelques formules de politesse. Et bien sûr, on va inscrire quelques renseignements qui nous concernent, à savoir le numéro des questionnaires, la date, l'heure et bien sûr le nom soit de l'enquêteur, soit de l'entreprise qui réalise l'enquête. La deuxième, on va dire, partie concerne le corps des questionnaires. Ici, ou l'ensemble des questions qu'on a préparées. Et en dernier lieu, on prépare des questions d'ordre sociodémographique de l'enquêté, à savoir l'âge, le sexe, la catégorie socio-professionnelle, le niveau d'études, etc. Ça dépend de la thématique de l'enquête. Nous arrivons à notre troisième et avant-dernière étape du processus de l'étude du marché qui concerne l'analyse des données ou le traitement des données. Alors, on a recours toujours à une étude ou à une analyse pour les études qualitatives et une autre pour les études quantitatives. Pour une étude qualitative, différentes analyses peuvent être conduites. Elle a une analyse syntaxique, elle est basée sur la structure du discours ou la syntaxe que la personne utilise. Et c'est le temps de conjugaison des verbes, ça peut être le présent, le futur, ou كل حاجة عندها bien sûr une signification. Aussi une analyse lexicale qui va porter sur la nature et la richesse du vocabulaire employé. Et on va voir la fréquence d'utilisation de le vocabulaire. Et une analyse thématique, on va venir ici et découper l'interview par thématique et on va voir quelle thématique a pris le dessous sur l'autre thématique. Pour l'analyse, on va dire quantitative, ici, les données recueillies vont être traitées bien sûr à l'aide de logiciels, même dans l'analyse qualitative, qu'il y a des logiciels, notamment le logiciel NVivo, mais l'analyse quantitative, on a recours surtout au logiciel SPEX et le logiciel SPSS. Les traitements les plus courants qu'on utilise, c'est surtout le tri à plat, c'est qui va calculer des pourcentages pour une question. C'est une analyse univariable. Et le tri croisé, c'est un calcul de pourcentage en combinant bien sûr des questions entre elles. C'est une analyse bivariée ou la même multivariée. On a recours aussi, grâce toujours une fois à ces logiciels et à des tests de statistiques, notamment le T de Student et le Ki2, ils vont venir déterminer si une différence observée dans l'échantillon est significative ou non. Bien sûr, c'était la troisième étape, on va dire, du processus d'étude du marché. Juste à titre de rappel, la dernière étape et la quatrième étape consiste à réaliser ce qu'on appelle un rapport d'étude. Et il doit impérativement comporter bien sûr une introduction avec un rappel de la problématique et des objectifs de l'étude, une synthèse avec les conclusions des résultats, bien sûr avec une conclusion générale qui va venir rassembler l'ensemble des recommandations de l'étude. Voilà, c'est tout ce qui concerne la partie de l'étude du marché. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo qui va concerner le comportement du consommateur.
Merci pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.